Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque vendredi à partir des 20h. Encre et Plume. Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine littéraire et scientifique Encre et Plume. Passion Ligodi est l'invité du jour, avec lui nous parlons information, médias, fake news. Son livre, Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo est d'actualité. Bonsoir Monsieur Passion Ligodi. Bonsoir madame. Bienvenue dans Encre et Plume. Merci beaucoup, c'est un privilège. Eh bien, qui est l'auteur du jour? Que fait-il? Biographie de l'auteur. Alors, toujours difficile de parler de soi. Mon nom est Patient Ligodi. Je suis journaliste depuis 2003. Je suis licencié en communication sociale. J'ai un master 2 en management de médias et je suis dans un cadre pédagogique puisque je suis assistant d'enseignement à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, et en parallèle, je suis fondateur d'actualité.cd. Où je suis aussi journaliste et je travaille pour certains autres médias, dont Radio France Internationale. Encre et Plume avec Katia Dovel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Encre et Plume sur B1 FM. Pollution de l'information, qu'est-ce donc? Place au résumé de l'œuvre. Le monde évolue tout comme les publics et ses habitudes. L'espace public est saturé de bruit. Si la parole est démocratisée, la démocratie, elle, semble chanceler. Avec la prolifération des médias et de plateformes sociales, il devient de plus en plus difficile de distinguer des informations socialement pertinentes. Dans ces contextes, quel est aujourd'hui le rôle du journalisme? Est-il toujours pertinent? Répond-il encore aux besoins sociaux qui l'ont toujours justifié? Doit-il être remplacé? Et si oui, par quoi? Notre action publique est-elle toujours guidée par un débat public de qualité? Quel contenu alimente ces débats publics? Qui les génère? Comment gérons-nous nos relations avec les plateformes numériques? Comment lutter contre la pollution de l'information et ses manifestations? Est-il encore possible de reprendre le contrôle sur la qualité de l'information censée éclairer les décisions publiques? Une réponse strictement locale, semble quasiment impossible dans un monde hyper connecté. Comment le Congo se positionne-t-il face à ces défis? Cet ouvrage propose non seulement une monographie de manifestation de la pollution de l'information, mais explore également les tentatives de réponse et appelle à un débat sur la question. Voilà, nous connaissons qui est l'auteur, de quoi parle son œuvre. Place aux questions. Monsieur Patient, premièrement, expliquez-nous brièvement c'est quoi une fausse information ou une fake news. Vaste question. Alors, on dispose, il faut déjà dire que de tous les temps, l'information a toujours été polluée. Parce que quand on dit information polluée, il y a l'authentique, il y a le vrai qui circule, mais il y a aussi les faux et les falsifiés qui circulent dans l'espace public. Et tout ça rentre dans une stratégie ou dans un concept beaucoup plus global, un ensemble beaucoup plus grand qu'on appelle la manipulation. Et la manipulation a toujours existé depuis la nuit des temps. Utilisé notamment pendant la guerre, utilisé notamment dans l'exercice du pouvoir, utilisé dans plusieurs autres secteurs de la vie publique. Alors, c'est quoi une fake news? Alors, l'appellation fake news ou les concepts fake news est particulièrement popularisé avec l'élection du président Trump aux États-Unis d'Amérique, qui s'était positionné plutôt en anti-système, qui avait, on va dire, une posture des défis vis-à-vis de ces médias plus ou moins institutionnalisés, comme notamment le Washington Post aux États-Unis. Et donc,
lui, il a amené sur la place publique le concept de fake news. Et aujourd'hui, si on doit définir le concept fake news dans son ensemble, on peut peut-être aller par famille et dire que, on considère ce qu'on appelle désinformation, donc en français. Déjà, pour dire fake news, c'est en anglais, en français, et j'aime bien le concept tel qu'il a été traduit, infox. Infox pour dire information avec de l'intoxication. C'est un peu comme de la malbouffe, comme on dit. C'est-à-dire quand vous mangez une nourriture qui est qui n'est pas qui est impropre à la consommation, vous risquez d'être intoxiqué. La même chose avec l'information. Si vous avez une information qui n'est pas bien traitée ou qui a été distillée de manière malveillante, vous risquez également de consommer une information qui va vous intoxiquer et donc qui sera pas trop bien pour votre propre santé, que ce soit intellectuel ou que ce soit votre comportement dans la société dans son ensemble. Puisque vous parlez de fausses informations, y a-t-il une différence ou une nuance entre mauvaise information et information manipulée? Oui. Alors, ce que en expliquant, je disais qu'on pouvait considérer 3 grandes familles. La première famille, c'est ce qu'on appelle la désinformation, qui est, on va dire, la publication ou la diffusion d'un contenu informatif délibérément faussé, qui fera en sorte que l'on puisse orienter notre public ou notre interlocuteur. Donc on manipule un contenu, on fausse un contenu, ou bien on donne un contenu qui est mauvais ou qui est faux dans les buts de pouvoir désorienter, dans le but de pouvoir amener vers une direction qui n'est pas bonne. Et la deuxième grande famille qu'on peut considérer comme étant la mésinformation, qui est la propagation d'une fausse information sans forcément avoir les buts ou l'objectif de pouvoir manipuler. Souvent, je l'appelle le syndrome de mon père qui, lui, quand il reçoit une information sur WhatsApp, son premier réflexe, c'est de pouvoir envoyer à sa famille, à son fils que je suis, pour que je prenne, par exemple, mes dispositions, sans forcément que ce soit dans les buts de pouvoir me désorienter. Mais s'il entend, par exemple, que Kinshasa, il faudra pas sortir parce qu'il y aura, par exemple, bouclage dans la ville, il m'envoie directement dans son esprit, c'est pour me sécuriser moi. Mais quand il envoie pas dans le but de pouvoir désinformer, mais il participe justement malheureusement dans cette propager les fausses informations. Donc on a là la désinformation avec l'objectif des buts de nuire, de désorienter. On a la mésinformation dans les buts de pouvoir de propager, pas forcément avec l'intention de pouvoir nuire ou de désorienter, mais je ne sais pas, mais c'est faux, mais je partage. Et puis on a la troisième famille qu'on peut appeler la malinformation. La malinformation, là, c'est, comme je disais tantôt, c'est un peu comme la malbouffe, où vous avez un journaliste, comme on l'a vécu avec notamment nos amis belges, un journaliste qui se trouve pendant la commémoration, à Kigali, pendant la commémoration du génocide rwandais, qui dit que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouverait à Kigali pour la commémoration. Il est dit comme ça, sans forcément avoir une intention de nuire, comme il avait expliqué, puisque il faut dire que la différence entre fake news et les autres, c'est que dans fake news, généralement, vous n'avez pas un démenti ou on va dire une rectification. Et lui, rapidement, il s'est rendu compte de son erreur et donc il a rectifié et le journal, l'édition d'après, a également rectifié. Mention, oui. Donc là, on a les cas d'une malinformation, d'un journaliste qui n'a pas bien fait son travail, qui partage une information, et puis vous avez également le cas de certains autres Congolais qui ont propagé cette information, sachant pas que c'était faux. C'était faux. Exactement. Donc ils se retrouvent dans la mésinformation, et tout ça, ça rentre, comme je dis, dans la pollution de l'information, puisqu'il s'agit là de contenus informatifs qui sont faux ou falsifiés, mais qui cohabitent avec l'information journalistique qui, elle, est traitée
et diffusée dans un canal beaucoup bien déterminé. De quoi souffre le journalisme en RDC? Quels en sont les déficits? On a beaucoup de problèmes dans notre pays. On va dire que c'est un problème plutôt général qu'on peut retrouver dans plusieurs domaines. Autant le journalisme au Congo souffre, autant la médecine, autant le droit, autant la politique souffre. Donc on est dans un contexte, comme l'a dit l'ancien cardinal, un contexte de médiocrité. Et cette médiocrité-là se manifeste également dans plusieurs... Évidemment, tout n'est pas médiocre, mais les contextes généraux, c'est ce contexte... Mais la plupart des secteurs sont touchés. Oui. Donc, on est dans une société en crise. Et cette crise-là se manifeste de différentes manières, selon que l'on se trouve soit en journalisme, soit... Alors, les journalismes congolais souffrent de quoi? Les journalismes congolais souffrent de beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est un problème, on va dire, des structurations. C'est-à-dire que la corporation, normalement, devrait mettre une sorte de garde-fou pour que l'entrée ne soit pas si poreuse, les frontières ne soient pas si poreuses pour que n'importe qui aurait échoué ailleurs, qui penserait trouver refuge dans le journalisme, devait trouver en tout cas une difficulté à pouvoir accéder. Mais aujourd'hui, le micro est à la portée de tous, la plume est à la portée de tous. Il suffit d'avoir un site internet pour se faire appeler journaliste. Il suffit d'avoir une chaîne YouTube, tenir un micro et se faire appeler. Mais normalement, quelles sont les conditions pour être journaliste au Congo? Alors, vous avez l'ordonnance loi du 13 mars 2023 qui détaille plus ou moins les conditions pour devenir journaliste en République démocratique du Congo. On donne la prime notamment au diplôme. Donc, il faut avoir un diplôme Il faut avoir fait les études de journalisme. D'abord, il faut avoir un diplôme en journalisme. En plus, si vous n'avez pas fait des études en journalisme, la loi dit qu'il va falloir pour vous exercer ce métier-là pendant une fois que vous l'aurez exercé pendant 3 ans si je ne m'abuse, et puis vous aurez aussi en plus de l'exercice fait on va dire vous aurez eu un diplôme de licence et qui vous permet, en plus de l'expérience professionnelle acquise sur le terrain, vous avez un diplôme dans un autre domaine qui vous permet notamment d'avoir droit au micro, à la plume ou encore à l'accès au journalisme. Donc ça, c'est la première des choses. Vous êtes formé en journalisme, vous avez votre carte de presse, vous signez l'acte d'engagement qui est notamment parmi lesquels vous avez notre code de déontologie journalistique et vous faites preuve notamment, vous passez même une période de stage de 2 ans et vous êtes considéré comme journaliste stagiaire avant d'être considéré comme journaliste professionnel. Donc il y a tout un cheminement pour que l'on puisse vous reconnaître. Malheureusement, qui n'est pas respecté. Malheureusement, ce n'est pas respecté, que ce soit non seulement à Kinshasa, mais surtout en province, puisque les écoles de journalisme non plus, on les retrouve pas partout. Et donc ça, c'est un des problèmes de la presse au Congo, mais vous avez également des sérieux problèmes dans la formation, puisque la formation aujourd'hui n'est pas si adaptée au contexte technologique et sociétal dans lequel nous vivons. Vous avez des problèmes de régulation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui ne fait pas correctement son travail dans la mesure où il ne reçoit pas autant de moyens qu'il pouvait espérer. Vous avez des problèmes avec l'autorégulation, avec l'Union nationale de la presse du Congo, qui a cessé de donner des cartes de presse. La liste est non exhaustive. Bref, apparemment. Le problème du Congo et les problèmes du journalisme congolais, c'est vraiment de gros problèmes. Nous sommes en plein ère de bouleversement technologique qui induit de changements sociologiques majeurs dans le rapport entre les humains et entre les entités organisées. Peut-on dire que l'humain est soumis à la dictature de la technologie? Pas encore. Pas encore? Pas encore, puisque jusque-là, l'humain est encore au-dessus. Mais il est en voie. C'est toujours possible dans la mesure où l'humain, comme vous le voyez dans plusieurs secteurs, généralement, il y a un temps, je prendrai une illustration, il fut un temps où ceux qui étaient les hommes les plus riches de la Terre n'étaient pas des hommes qui étaient attachés à l'information. Aujourd'hui, regardez, prenez dans les 4 premiers hommes les plus riches de la Terre, vous retrouvez
particulièrement des personnes qui sont rattachées aux industries de l'information et de la communication. Et donc, quand vous avez Elon Musk qui détient Twitter, quand vous avez notamment à côté d'Elon Musk, quand vous avez Mark Zuckerberg qui a notamment Meta, donc Facebook et Instagram et WhatsApp, quand vous avez Jeff Bezos qui détient notamment Amazon, qui est la plus grande plateforme de vente en ligne dans le monde, et qui détient également le journal Washington Post. Bref, ceux qui détiennent des moyens détiennent également des compétences en matière de contrôle de l'espace public en termes d'information. Et généralement, c'est des industriels, généralement, c'est des personnes qui sont dans la recherche du gain, donc de l'argent. Et ce n'est pas faux de dire que leur positionnement en tant que chercheurs de gains matériels n'influe pas sur leur manière de pouvoir réguler la distribution, la circulation de l'information. Dans la société, très bien. Puisque nous parlons technologie, dites-nous en quoi l'adaptabilité du journalisme aux nouveaux médias peut devenir un atout dans la lutte contre la désinformation. Parce que on n'a pas encore trouvé un autre mécanisme ou un autre moyen qui pourrait remplacer le journalisme. Aujourd'hui, nous avons plusieurs références sociaux qui permettent d'avoir du bon contenu informatif. Nous avons les écoles, nous avons nos familles, mais nous avons évidemment également les médias. Et les médias qui, dans leur rôle de responsabilité sociale, ce qu'on leur reconnaît dans la société, c'est de distiller une information qui serait également une denrée qui permettrait de pouvoir être éclairé, de pouvoir faire en sorte que les gens se décident quand il va falloir, par exemple, aller voter, quand il va falloir sortir de la maison pour aller faire son travail. Les gens ont besoin de l'information. Et l'information de qualité, c'est malheureusement ou heureusement encore cette information qui passe par le moule du journalisme, qui passe par la chaîne du journalisme, c'est-à-dire collecte de la part du journaliste, traitement dans une rédaction avec un rédacteur en chef qui connaît plus ou moins la valeur de l'information et l'importance de l'information et qui passerait également par la diffusion dans des canaux qui sont reconnus. Pourquoi le journaliste doit avoir la maîtrise plus ou moins de la technologie? Parce que aujourd'hui, le plus grand canal de diffusion de l'information sont des canaux qui sont digitaux. C'est-à-dire qu'il faut être sur Twitter, il faut être sur Facebook, il faut être sur WhatsApp. Au moins sur un de réseaux. En tout cas, il faut chercher le public là où il se trouve. Or, le public, il y a ce qu'on appelle les infomédiaires, c'est-à-dire les intermédiaires de l'information. Et parmi ces intermédiaires de l'information, vous avez ces plateformes numériques. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu t'élèves, le premier réflexe que tu as, ce n'est pas forcément d'allumer la radio, mais c'est d'allumer ton téléphone. Quand tu allumes ton téléphone, tu reçois les informations qui remontent, sont en forme de notification. Et ces informations qui remontent là sont, on va dire, les capacités que nous avons maintenant pour accéder à l'information. D'où l'importance pour nous autres producteurs d'infos de pouvoir comprendre l'écosystème, les nouveaux écosystèmes de l'information pour aller trouver les publics là où ils se trouvent. Parce que si nous ne faisons pas cet effort, ceux qui maîtrisent notamment la désinformation, ils feront à votre place. Exactement. Vous avez fait mention de la qualité de l'information. Alors, pour lutter contre la désinformation, il faut avoir accès à une information de qualité. D'ailleurs, l'économiste français Alfred Sauvy dit « Bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. » La grande question est, la RDC est-elle prête à investir dans le journalisme afin d'avoir accès à cette information de qualité? Il y a un pas qui a été fourni, notamment pendant les États généraux de la communication et des médias, il y a 2 ans, qui, disons, les travaux des États généraux ont accouché notamment d'un nouveau cadre légal qui est, on va dire, l'ordonnance loi du 13 mars 2023, qui a un article essentiellement orienté vers ce qu'on appelle les aides à la presse. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'État doit financer plus ou moins la circulation de la bonne information dans le pays. Mais malheureusement, ça c'est encore dans les textes. Mais maintenant, il faut faire un gros travail pour faire en sorte que ce qui est inscrit dans les textes puisse être vécu dans la société pour que les journalistes soient outillés, armés, aient des ressources pour donner la bonne information et pour s'activer dans la lutte contre la désinformation.
tous ceux que nous trouvons chez moi, vous êtes sur B1 FM 87.8. Vous suivez Encre et Plume, magazine littéraire et scientifique qui reçoit Passion Ligodi et son livre Pollution de l'information et sujet du jour. Passion Ligodi, vrai ou faux, peut-on considérer le journalisme comme un système que les sociétés mettent en place pour apporter les nouvelles touchant à la vie de la cité? Oui, c'est ça. Donc, par rapport aux réalités périodiques de chaque société, est-il vrai ou faux que chaque époque forge son propre modèle de journalisme en réponse aux besoins et aux valeurs qui la caractérisent? Oui, parce que chaque époque a ses caractéristiques et chaque époque a ses paradigmes. Et ces paradigmes peuvent être économiques, sont politiques, sont culturels, et le journalisme doit s'adapter à ces paradigmes-là. Eu égard aux questions précédentes et à vos réponses, en RDC, peut-on dire que nous méritons la qualité de journaliste que nous avons aujourd'hui? Je pense que notre société ne s'est pas encore rendu compte de l'importance du journalisme de qualité. Dans la mesure où on met beaucoup d'argent, par exemple, dans l'organisation des élections. On met beaucoup d'argent, notamment dans l'organisation de la CENI. Mais alors que le vote en soi, c'est, on va dire, la conséquence d'un processus, on va dire le point de chute d'un processus qui, en amont, devrait avoir comme point de départ l'éclairage du débat public. Or, l'éclairage du débat public, c'est fait notamment par l'école, par le journalisme. Regardez les fonds qui sont donnés au CESAC, regardez les fonds qui sont donnés à la CENI. On dit que la démocratie, c'est deux mains. Une main qui écrit, donc la liberté de la presse, et une autre main qui vote. Et la main qui vote ne peut voter qu'après avoir reçu un bel éclairage du débat public, de l'information publique, par la main qui écrit, qui est le journalisme. Donc il nous faut investir, mais à fond, sur la qualité du débat public. Or, l'un des moteurs du débat public dans une démocratie, c'est notamment la presse. En RDC, la lutte des fake news est à deux niveaux. Premièrement, par les initiatives associatives telles que Congo Tchèque, Lokuta Mabé, Balobaki et tant d'autres. Deuxièmement, sur le plan national, il y a des dispositions de la loi portant sur les codes du numérique. Pourtant, les fake news continuent dans la société. Ces dispositions sont-elles inefficaces jusque-là? Je crois que j'ai choisi dans le bouquin un concept, la pollution, puisque la pollution fonctionne et en lien avec ce qu'on appelle l'écosystème. L'écosystème, c'est l'ensemble d'êtres vivants. Hein. Si on doit rentrer notamment dans l'environnement, l'écosystème, c'est l'ensemble d'êtres vivants. Plantes, humains, le règne animal et consorts, qui vivent dans une sorte d'équilibre. Et c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Et donc, tellement que tout est interconnecté, l'équilibre des uns et des autres dépend des uns et des autres. Donc, vous ne pouvez pas détacher un élément et considérer que l'ensemble du système reste cohérent. La même chose dans les domaines de l'information, où on a ce qu'on appelle l'écosystème de l'information. Cet écosystème de l'information fait intervenir les acteurs étatiques, l'instance de régulation, le CESAC, l'instance d'autorégulation qui est l'UNPC ou l'Observatoire de médias congolais, les instances de co-régulation qui sont les organisations professionnelles, et vous avez également les plateformes numériques et d'autres organisations internationales. Il faut travailler sur l'ensemble de l'écosystème pour améliorer, on va dire, l'ensemble des acteurs pour améliorer l'écosystème et diminuer les taux de pollution de l'information. Il faut que chacun y apporte sa pierre. Les écoles de journalisme, il faut réformer. Les CESAC, il faut réformer. L'UNPC, il faut revitaliser. Les journalistes doivent se remettre en question. Et c'est ensemble que l'on peut améliorer la qualité du débat public et dépolluer plus ou moins l'information. Comment et pourquoi les grands médias congolais sont lents et hésitants à intégrer les dispositifs fact-checking, à savoir le Potentiel, le Phare, Radio Okapi, Top Congo et RTNC? Je crois que c'est un problème de culture journalistique d'abord, de la compréhension de ce que c'est que le phénomène fake news. Quand vous interrogez les principaux rédacteurs en chef des médias congolais, la réponse la conception est d'abord binaire entre le faux et le vrai, alors que le fake news, c'est pas que le faux et le vrai, c'est aussi dans les vraisemblables, c'est aussi dans le falsifié et consort. La conception congolaise de rédaction congolaise de fake news fait en sorte que l'on ne puisse pas investir davantage dans la lutte contre le
fake news. Il faudra faire ce travail-là pour sensibiliser les journalistes et les rédacteurs en chef pour qu'ils comprennent les subtilités de la désinformation et commencent à appréhender dans le traitement de l'information et à utiliser les mécanismes de lutte contre le fake news, donc le fact-checking dans les processus de l'information. Et qui est censé faire cet effort pour les informer? Il y a, comme je dis, il y a plusieurs paramètres, plusieurs acteurs, c'est ce que j'appelle les acteurs qui sont membres de cet écosystème de l'information. Vous avez les écoles de journalisme, vous avez les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication, vous avez les organisations professionnelles et vous avez les rédacteurs en chef qui doivent eux-mêmes déjà être sensibles à la notion, sensibles à la question et outillés pour qu'ils puissent développer les réflexes dans leur rédaction. Très bien. L'adaptation de médias aux caprices des algorithmes de GAFAM est un danger? Oui. Parce que les algorithmes fonctionnent en utilisant ce que nous avons comme êtres humains, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs qui sont, on va dire, ces dispositions mentales que nous avons qui nous permettent de pouvoir réagir quand on reçoit des informations. Il y a par exemple ce qu'on appelle les biais de confirmation. Généralement, les personnes, nous sommes plus sensibles aux informations qui confirment nos opinions que vis-à-vis des informations qui ne confirment pas nos opinions. Et ça, c'est ce qu'on appelle les biais de confirmation, qui est en fait une sorte de biais cognitifs, et les algorithmes de ces plateformes numériques comprennent nos biais et se développent de sorte à être en osmose avec nos biais cognitifs. Et quand vous allez sur TikTok, ce que vous donnez comme requête, c'est-à-dire si vous voulez avoir des éléments sur les make-up, vous n'aurez qu'en scrollant, vous n'aurez que des éléments sur le make-up. Oui. Donc il y a comme une sorte de bulle informationnelle dans lesquelles vous êtes emprisonné, et les algorithmes utilisent, on va dire, ces biais de confirmation. Donc, ce que vous voulez avoir comme élément d'information, et créer tout un système autour pour créer, on va dire, une sorte d'addiction. Et donc, il va falloir faire attention et être conscient de l'existence de nos propres biais, en sachant que, en entrant sur une plateforme numérique, on s'emprisonne parce que ces plateformes numériques ne nous donnent que des éléments qui ressemble à ce que nous demandons. Nous avons besoin. Parmi les stratégies de la lutte contre les fake news, il y a celle de l'Autriche, c'est taire. Or, ces stratégies rendent moins crédibles les institutions médiatiques qu'il adopte, tel est le cas de la RTNC. Pour une chaîne nationale, n'est-ce pas imprudent d'avoir cette étiquette d'être moins crédible? Je crois que c'est un grand travail qui doit être fait. Il y a un travail qui va commencer le lundi de la semaine prochaine, un travail auquel je suis associé sur la nouvelle grille de la RTNC, et je vais, moi, si tu veux... il était temps. Oui, il a insisté notamment sur le réflexe fact-checking dans le processus informationnel. La diffusion rapide de l'information sur les réseaux sociaux rend parfois difficile le suivi et la correction de fausses informations avant qu'elles ne se propagent largement. Comment donc rattraper ces retards dus au temps? C'est compliqué. C'est prouvé scientifiquement qu'une fake news va plus vite qu'une information authentifiée. Et donc, le temps que vous envoyez la fake news là et qu'elle fasse de dégâts et que vous revenez avec du fact-checking, le fact-checking atteindra et aura un impact beaucoup moins important qu'une fake news. Donc, le travail à faire, c'est, comme je dis, c'est un travail sur l'écosystème, sur l'ensemble de l'écosystème, non pas qu'un travail binaire, fake news égale fact-checking. On constate sur le plateau télévisé, le communicateur et chroniqueur ont pris le devant de la scène, privilégiant les opinions au détriment des faits, et les débats sont centrés de plus en plus sur le point de vue subjectif, laissant peu de place à une discussion informée, basée sur les faits vérifiables. C'est dû à quoi ces phénomènes? Déjà, je vous félicite parce que vous avez lu le bouquin, et je vois la spécialité d'Ancré Plume. C'est très très bien, et vous ne posez pas de questions, vous posez des questions qui sont liées au contenu du bouquin. Il faut que l'on se rende compte que de la qualité de nos émissions, des intervenants dans de nos émissions, dépend également de la qualité du débat public dans son ensemble. Et que ceux qui invitent, on va dire, ces chroniqueurs et ces communicateurs sur le plateau doivent être conscients
de ce qu'ils sont en train de faire et des dangers qu'il y a en donnant la parole à ceux qui ne sont pas rigoureux dans les débats. Ça, c'est un deuxièmement. Il y a également un travail à faire avec le CESAC, qui est les régulateurs et qui est également les dépositaires du pouvoir public en ce qui concerne notamment la qualité du débat au travers de nos médias. À la 35e page, vous avez écrit, j'ai lu, cet ouvrage souligne l'urgence pour le journaliste et les médias d'information de s'adapter à l'évolution du monde et de tenter de replacer l'information journalistique au cœur de la vie sociale. C'est un plaidoyer pour un journaliste utile, c'est lui qui permet de rétablir l'équilibre de l'information en dépassant la simple description des problèmes. C'est un appel à une plus grande contribution du secteur médiatique, à une société appelée à prendre conscience des effets de contenu numérique nocif. La qualité du débat public en dépend. Est-ce un SOS lancé à qui veut bien apporter sa pierre à l'édifice pour le bien de tous? C'est un appel au débat, aux professionnels de la presse, aux régulateurs, à l'autorégulateur, à l'État, au ministère de la Communication et des Médias, à nous tous, pour que tous les acteurs membres de cet écosystème de l'information puissent être conscients que l'on ne peut pas produire une génération de personnes qui ne sont nourries que d'opinions. Chacun peut avoir son opinion, mais chacun n'a pas droit à ses propres faits. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, que l'on sache, on débat sur quoi? On débat que sur des opinions ou on débat sur des questions qui permettent à la société d'avancer. Et ça, c'est une interpellation pour nous tous, moi en tant que journaliste, en tant qu'éducateur, mais aussi en tant que parent, en tant que citoyen, puisqu'il va falloir que l'on discute sur des faits. Il faut que l'on débatte sur des faits. Il ne faut pas simplement apporter des allégations de corruption, mais encore faut-il apporter notamment des preuves, encore faut-il apporter, on va dire, des éléments qui permettent à la société de s'améliorer. Donc ça, cet appel-là, c'est un appel à l'ensemble de ce que je considère comme acteurs membres de l'écosystème. Monsieur Ligodi, êtes-vous satisfait d'avoir produit Pollution de l'information, satisfait de votre contribution à l'espace public et à la science? Je serais satisfait s'il y a des initiatives qui vont dans le sens de pouvoir concrétiser ce qu'on a proposé. Un bouquin, c'est jamais une fin en soi, c'est plutôt un appel au débat. Évidemment que c'est. Et c'est plutôt un apport scientifique, c'est un apport, constructif. oui, à un certain niveau, mais il faut que le bouquin apporte, on va dire, l'ouverture du débat et in fine des actions concrètes pour que l'on améliore la qualité de notre débat public. Pollution de l'information a mis combien de temps pendant sa rédaction? Beaucoup de temps, puisque moi je suis pas un natif du web, je suis plutôt, contrairement à ma fille qui a 14 ans, qui elle est née dans la génération web. Oui, exact. Donc moi j'ai vécu la période où il n'y avait pas de télécommande. Voyez-vous, moi j'ai vécu cette génération où il fallait aller devant pour changer de chaîne. J'ai vécu la génération où il y avait une programmation à l'antenne. J'ai vécu la génération où tu quittais la maison, quand tu quittais l'école et tu rentrais, tu savais que la télévision Antenna ouvrait à 13h. À 13h. Donc j'ai vécu cette génération-là et j'ai eu une expérience d'avant, de pendant Internet, et je vois comment on avance, notamment dans les débats, la qualité du débat. Regardez nos émissions, comparées avec les émissions de Chantal Kanimbo de l'époque, de Kibambi Chitwa de l'époque. Regardons-nous, on voit très bien qu'on n'est pas beaucoup avancé dans la qualité de nos émissions, de débats, de questions, et ainsi de suite. Ça, c'est un 2. Regardez les élections. Les élections de 2023, par exemple, c'était des élections qui étaient essentiellement alimentées par la communication politique, pas forcément par l'apport du journalisme, parce que les moyens de communication sont embrigadés, emportés, transportés ou apprivoisés par les candidats politiques, et les journalistes n'ont pas beaucoup de moyens. Donc moi, en écrivant, en rédigeant, en proposant ce bouquin, c'est de nous dire attention, notre société est en train d'être prise en otage par la communication manipulée, et le journalisme doit essayer de retrouver sa place pour
améliorer ou participer à l'amélioration du débat public. Regardez, pendant la campagne électorale, on a discuté de quoi? On a discuté de qui est étranger, et qui est homosexuel, et ainsi de suite. En lieu et place de discuter des vrais problèmes qui sont les nôtres. Et ça, c'est le travail du journaliste notamment. Brièvement, M. Patient, que retenir des pollutions de l'information? Il faut retenir que de tout temps, l'information a toujours cohabité plus ou moins avec la manipulation. Mais avec les réseaux sociaux, cette manipulation-là a pris beaucoup d'ampleur sur le plan sanitaire, sur le plan politique, sur le plan militaire. Et il va falloir que le journalisme s'adapte, s'améliore et que la société puisse également prendre en considération l'apport du journalisme et donner davantage de ressources au journalisme pour lutter contre la désinformation par plusieurs moyens. Le premier moyen, on l'a vu, c'est avec la loi. Le deuxième moyen, c'est avec la régulation. Troisième moyen, avec la co-régulation des médias. Quatrième moyen, avec la régulation à l'international, avec notamment les plateformes numériques. Cinquième moyen, avec l'amélioration des instances ou des écoles de journalisme. Et autre moyen, c'est notamment avec la promotion de ce qu'on appelle l'éducation aux médias et au numérique, qui doit passer dans des écoles, mais aussi dans nos familles, pour que l'on soit conscient de ce que nous consommons comme information et de ce qu'il y a comme conséquence et de comment on peut soi-même contribuer en tant que citoyen à l'amélioration du débat public. Monsieur Patient Ligodi, Encre et Plume vous remercie de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et où trouver votre œuvre et il s'évend à combien? Alors, le premier lot est terminé. On attend pour la semaine prochaine l'arrivée d'un autre lot qui va se retrouver. Il y a une plateforme numérique sur Internet qui permet notamment d'acheter, mais il y a également, on va dire, les bibliothèques, enfin les librairies de la ville, notamment la librairie de Grand Lac, qui va avoir également un certain nombre de lots. On peut également rapidement retrouver sur le plateforme de vente en ligne. Et son prix revient à combien? $30. Encre et Plume avec Katia Dovel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Encre et Plume sur B1 FM. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de ces numéros. Suivez-nous, messieurs, dames, sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et sur notre chaîne YouTube Encre et Plume. Contactez-nous au 081 97 56 972. Le 081 97 56 972. Merci de votre réelle attention. Dans Encre et Plume, désormais, découvrez autrement le contenu des livres. Bye bye. Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque vendredi à partir des 20h. Encre et Plume.